Merci de nous accepter chez vous. Merci de nous rejoindre. Donc, pour le duel de dimanche, c'est politique. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, on en parlait depuis ce matin. L'actualité de cette semaine reste ce voyage des deux anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, sur le Niger. Ils s'invitent donc dans cette crise pour tenter quelque chose, une résolution. Un voyage qui suscite moult interrogations puisque les deux profils ainsi que ceux avec quoi ils sont revenus restent objet de débat. On en parle sur ce plateau avec aussi la relecture de la loi organique du Conseil économique et social, une restructuration qui montre quand même une certaine intention du Parlement de rapprocher donc cette institution des populations. On va en parler avec nos deux débatteurs. Je suis avec Mohamed Liamidi, vous êtes analyste politique. Bonjour à vous Mohamed. Bonjour. Vous allez bien? Ben, la pleine forme. Le bonjour, il est sec. Allez, en face de vous, vous aurez Ruben Agbadagan. Il est acteur politique proche de l'opposition. Bonjour Ruben. Bonjour Madame Angel. Bonne arrivée. Merci d'être là ce matin pour opiner sur le sujet. Et comme je le disais à l'entame, au Niger, depuis le 24 juin, les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi sont rentrés le 27 juin dernier. Ils y étaient pour tenter quelque chose dans la crise entre le Bénin et le Niger. Depuis leur retour, c'est l'omerta du côté de ces anciens présidents, mais des indiscrétions, ils auraient parlé avec Tiani de la question des frontières, également du pétrole, mais rien de façon officielle. C'est une mission qui suscite beaucoup d'interrogations. Mohamed Liamidi, vous avez suivi cette actualité. Sous quel angle analysez-vous tout ceci? Déjà, le profil des deux anciens présidents de la République qui sont des initiateurs de la démarche du départ de Cotonou à l'arrivée et jusqu'au silence. Sous quel prisme analysez-vous toutes ces informations? Merci. En fait, si certains s'étonnent de ce qu'il y a silence après leur retour, moi en fait je suis pas du tout surpris, je suis pas étonné. Et vous savez, ça continue comme ça a commencé, c'est ce que je dirais, c'est mon point de vue. La question que moi je me pose, c'est: est-ce que nous sommes dans un temps normal? Parce que là, on parle de deux anciens présidents. En tout cas, pour le sujet dont on débat là, on en parle, on les considère comme deux anciens présidents. Et quand on les considère comme deux anciens présidents, on leur reconnaît une certaine habileté, une certaine qualité, qui, dans une posture qui demanderait beaucoup plus de sagesse. Mais l'évidence est claire ici qu'ils me pardonnent, je dis bien qu'ils me pardonnent, les deux anciens présidents, parce qu'ils sont des personnes âgées et très âgées. Et donc, je dis encore une fois qu'ils me pardonnent, mais tout ceci a manqué de sagesse. Pour moi, ça a manqué de sagesse et ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis. Des personnalités qui interviennent dans une crise, l'acte manque de sagesse. Le président en fonction en République du Bénin s'appelle Patrice Talon. Nous parlons de deux anciens présidents. En tout cas, ici, on les considère comme deux anciens présidents. Et pour qu'ils soient entendus comme tels, il faut qu'ils restent dans cette posture. Or, la remarque ici est évidente. Avant même déjà la situation avec le Niger, que pendant la situation avec le Niger, leur posture est connue. À la limite, permettez-moi de dire les choses comme ils sont. Voilà deux anciens présidents, mais frondeurs. Parce qu'ils sont connus en tant qu'opposants au président de la République, au président en exercice. L'un, président d'un parti, du principal parti d'opposition, et l'autre, qui est aussi par ses prises de position, en tout cas de par sa position, est beaucoup plus proche de l'opposition. Donc voilà en fait la situation. Voilà des gens qui
qui sont opposants au président Talon et qui veulent, ou du moins qui ont choisi maintenant de rester dans un rôle de médiation dans une situation qui oppose le Bénin à un autre pays. Et nous avons tous vu ici leur prise de position quand la situation est arrivée avec le Niger. Les deux présidents d'ailleurs, en l'occurrence le président Nicéphore Soglo, qui a ouvertement condamné, comment appelle-t-on, l'action posée par le président de la République, le président Talon. Et le second aussi, Boni Yayi, qui n'est pas resté loin. On a vu la position du parti. Et donc voilà les deux anciens présidents qui ont fait dos, je le dis comme ça, au pays pour soutenir le Niger. Et donc dans des situations comme ça, moi j'ai du mal à leur reconnaître une qualité, en tout cas une certaine sagesse qui puisse leur permettre de mener une médiation dans des situations comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que leur position, c'est-à-dire par rapport à la gestion interne, en tout cas leur position personnelle par rapport aux actions internes du pays, empêche qu'ils puissent aller parler au nom du pays ailleurs? Quand vous voulez être ce qu'on appelle un rempart, vous savez ce qu'on appelle un rempart, c'est-à-dire qu'au dernier recours, c'est-à-dire qu'au dernier moment, quand c'est compliqué, on fait recours à vous. Quand vous voulez être ça, il y a des postures qu'on évite, il y a des choses qu'on évite de dire, il y a des choses qu'on évite de faire. Quoique vous pouvez avoir bien envie de cela. Le palais ne s'en est pas plein, Mohamed Liamedi. Non, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils n'ont jamais été dans une position qui leur permet aujourd'hui de mener cette médiation comme il le faut. Et j'ai entendu et j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'ils cherchent maintenant à avoir une rencontre avec le président Talon. Et tout logiquement, pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu l'aval du président Talon avant de se rendre au Niger. Et donc, quelque part où je ne vous ai pas envoyé, dois-je m'attendre à ce que vous venez me rendre compte? Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous êtes allé dire là-bas? Sur quoi on s'est entendu avant que vous ne vous rendiez là-bas? Et même la question la plus simple, la plus basique, à part la plus basique, comme je le dis, c'est que quand ils ont été au Niger, pour moi, la chose la plus évidente, je ne suis pas Tiani et je ne me vois pas en position de conseiller le président Tiani. D'accord? Mais quand vous venez parler au nom d'un pays, au nom de quelqu'un, parce que quand il parle au nom du Bénin, c'est que quelque part, il parle au nom du président de la République. Quand vous venez, la première question que je vous pose, est-ce que vous avez eu l'aval de celui qu'il faut? Et celui qu'il faut ici, dans le cas d'espèce, c'est le président Talon. La réponse, a priori, avec ce qu'on vient de lire on là... ne sait pas si Tiani lui a posé la question. C'est la question, moi, quand quelqu'un vient me voir venant de quelque part, c'est la question la plus évidente que je puisse poser à la personne. D'accord, Ruben Agbadago, c'est à vous maintenant. Mohamed Liamedi est gêné déjà par les profils et les positions prises à l'interne par les deux personnalités sur cette question. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs de ETélé. Oui, le voyage qui a duré du lundi jusqu'au jeudi des deux anciens chefs d'État au Niger a suscité beaucoup de débats dans l'opinion. Je ne ferai pas la genèse de la crise entre le Bénin et le Niger. Il ne s'agit même pas de ça. Voilà. Mais lorsque j'écoute mon vis-à-vis, dans une certaine proportion, je peux comprendre ses réticences. Et je peux comprendre le fait qu'il ne soit pas optimiste. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe à Malanville, d'accord, lorsque vous voyez les conséquences de cette crise qui ne fait que durer, lorsque vous voyez que ceux qui souffrent le plus de cette crise entre nos deux pays, que ce sont les plus vulnérables, la population, les opérateurs économiques. Bon, en tant que Béninois, peu importe vos récriminations vis-à-vis de X ou de Y, votre objectif c'est qu'il puisse avoir un dénouement heureux afin que les activités économiques puissent reprendre entre nos deux pays et que nos populations puissent quand même reprendre de plus belle leur activité commerciale au niveau de cette frontière, au niveau de Malanville, Gaïa et autres. Maintenant, sur le profil des deux anciens chefs d'État, moi, je ne veux pas vous cacher, ici, je ne représente pas mon parti politique, je suis ici en tant qu'acteur politique, mais je ne veux pas vous cacher qu'au début de cette crise, je n'ai pas été trop en phase avec les prises d'opposition des deux anciens chefs d'État, parce que lorsqu'il y a interruption, d'accord, de l'ordre constitutionnel, la charte, les traités de la CEDEAO ont prévu des sanctions. L'article 15 elle est clair.
Lorsque vous l'utilisez dans l'article 15 des traités de la CEDEAO, les conditions sont prévues, les sanctions sont graduelles. Donc, c'est à la suite de l'interruption de l'ordre constitutionnel que la CEDEAO a pris une décision. Et le Bénin a une tradition, d'accord, de respecter les injonctions de la CEDEAO lorsqu'il y a coup d'État. C'est ce que le Bénin a fait. Nous avons déploré, moi j'ai déploré les prises d'opposition, le fait que le chef d'État béninois soit en quelque sorte le porte-parole de la CEDEAO, je l'ai déploré parce que il faut penser à l'après-coup d'État. Ça a manqué. Mais du moment où le chef de l'État a fait son mea culpa et a dit qu'il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour sanctionner et il y a un temps pour prendre acte, je me suis dit, bon, le terrain est propice pour les négociations. Nous avons vu que malgré toutes ces avances, malgré peut-être sa bonne foi, la crise ne fait que perdurer. Alors que faire? Je comprends que de par les prises d'opposition des deux anciens chefs d'État, qu'on puisse avoir des réticences. Étant donné qu'ils sont beaucoup plus dans une position de partisans, dont l'un est chef de parti politique, c'est difficile de dire qu'ils sont les meilleurs interlocuteurs, les meilleurs médiateurs dans cette crise. Mais voilà, les deux nous ont prouvé qu'ils pouvaient aller échanger. Parce que moi, je prends cette démarche des deux anciens chefs d'État comme une manière de dire à l'exécutif, bon, vous ne nous avez pas sollicité, mais voilà, nous avons les relations, nous avons les contacts et nous pouvons être un acteur majeur dans le dénouement de cette crise. Je pense que cette démarche d'aller à Niamey, c'est beaucoup plus cette communication des deux anciens chefs d'État pour dire à l'exécutif, oui, nous sommes là et nous pouvons être encore utiles pour réconcilier, pour arrondir les angles entre le Bénin et le Niger pour que les frontières ne puissent être fermées et que les activités au niveau du pipeline puissent reprendre de plus belle. Donc c'est la démarche. Moi, c'est l'analyse que je fais. Cette démarche qui consiste à aller au Niger, à rencontrer Tiani. Vous avez vu toute la communication qui a été faite autour. Oui, donc c'est une démarche pour montrer déjà au chef de l'État que oui, nous sommes utiles, nous pouvons jouer un rôle majeur dans cette crise. Qu'il vous souvienne qu'en 2019, lorsqu'il y avait une crise politique au Bénin, rappelez-vous, où l'ancien chef d'État a été séquestré pendant 52 jours chez lui. Lorsque on a levé l'embargo au niveau de son domicile, lorsqu'il est parti hors du pays pour des raisons sanitaires, à son retour, il est passé par le Niger. Il a rencontré l'ancien président Issoufou, Mamadou Issoufou. Et lorsque vous lisez un peu la presse au niveau du Niger, bon, certains pensent, surtout les partisans de Bazoum, pensent que Mohamed Issoufou, quand même, est un peu proche des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey depuis le 23 juillet 2023. Donc, il y a ce rapprochement-là qui était possible entre Boni Yahi et son ancien collègue Issoufou. Donc, les deux anciens chefs d'État, moi, c'est la lecture que je fais de cette démarche. Ils veulent montrer que oui, ils peuvent être utiles dans le déroulement de cette crise. Et moi, lorsque je regarde, peu importe les récriminations, peu importe les réserves que je peux avoir par rapport au fait que ces deux personnes-là puissent être l'interlocuteur dans cette crise, ouais. Lorsque je vois qu'ils ont été reçus comme des chefs d'État en fonction, on les a déroulés, le tapis rouge, il y a eu des motards devant les... C'est ce que j'ai lu. Il y a eu donc ils ont été correctement accueillis. Je me suis dit... Est-ce à dire que le Niger préfère dialoguer avec ces deux personnalités, puisqu'ils vous souviennent? Non, je pense que... La lettre du président Talon envoyée à travers son ministre du pétrole n'a pas été reçue moi, je fais une autre lecture. Moi, je pense que le simple fait qu'il soit reçu, que les deux anciens chefs d'État soient reçus en pompe, médiatisés. Et on a vu la manière dont le général Tiani souriait, était très fier d'être entouré des deux anciens chefs d'État béninois. Lorsque vous voyez les images, vous sentez que oui, de l'autre côté, eux aussi, ils ont compris qu'à un moment donné, il faut que la ligne bouge. Donc, cette image vous convainc du fait qu'ils sont allés défendre l'intérêt du pays, non, malgré leur position. Ils sont allés montrer. Moi, je vous ai dit, c'est un message au gouvernement pour dire oui, nous pouvons être des acteurs clés dans le développement de cette crise. Et lorsque vous voyez la manière dont
le général les a accueillis, vous dites oui, c'est possible, on peut passer. Donc c'est beaucoup plus un message qu'ils envoient au gouvernement. Maintenant, en réalité, qui sont ceux qui souffrent de cette crise? Ce sont nos populations. Et si nous travaillons réellement pour nos populations, vous savez, le politiquement correct, nous pouvons essayer de mettre ça de côté. Pour essayer de voir dans quelle proportion nous pouvons aller au dénouement de cette crise, afin qu'il n'y ait plus cette histoire de fermeture des frontières et que le pipeline reprend de plus belle, parce que ce sont les économies de nos deux pays. Absolument, oui. J'ai pris le temps de vous suivre, mais écoutez, pour moi, vous êtes resté très superficiel. Le fait qu'on les a reçus, c'est une chose, parce que quand vous demandez ici, est-ce que le président Tiani préfère discuter avec celui-là que discuter avec le pouvoir en place? On va dire la version officielle. Pour moi, le choix même de celui avec qui on veut discuter, pour moi, ça importe peu. Parce que l'objectif ici, c'est le résultat. Pour autant, ils ont été bien reçus, tout ce que vous avez vu et que nous avons tous vu là. Est-ce que ça va donner le résultat pour lequel eux, ils se proclament médiateurs? C'est ça, en fait, la question. Moi, je ne voudrais pas rester superficiel. Et la défense globale de votre argumentaire, c'est que l'objectif, ce n'est pas de convaincre, comment appelle-t-on, le régime Talon, c'est-à-dire de convaincre le président Talon de ce que eux, anciens présidents, mais de surcroît opposants à Talon, peuvent être bien reçus là-bas, ou peuvent bien discuter avec Tiani. Mais sur leur position, leur position politique au Bénin, mais sur leur statut d'ancien chef d'État, ils ont montré. C'est un message, au fait, qu'ils ont envoyé. Ça s'est fait des lectures. C'est un message qui n'est plus totalement détaché. C'est un message qu'ils envoient. D'accord. Moi, je vous ai dit, le politiquement correct, c'est qu'aurait voulu que ça soit le gouvernement béninois qui les envoie en médiation. Parce que quand le gouvernement t'envoie en médiation, il te donne les points où il est capable de faire des concessions, les points où il est intransigeant. Et c'est sur la base de ces informations que vous allez négocier. Sur la base de ce que vous dites, ça veut dire qu'on peut tirer la conclusion qu'eux, ils ne sont pas partis. Attendez. Si c'est pas comme ça, analysez les choses autrement. Nous avons déjà compris que les deux anciens chefs d'État, quand même, ont un écho quand même un peu favorable du côté de Niamey. Alors, vous savez, ce n'est pas en réalité un débat partisan. Non, ce n'est pas un débat partisan. Je rappelle que c'est le temps de Mohamed. Oui, c'est pas un débat partisan. Parce que l'objectif, au-delà de tout, vous savez, lorsqu'il y a une crise comme ça, les deux côtés, personne ne veut se... comment vous voulez que des gens... D'accord, il a courbé les chines. Et lorsqu'il y a une porte qui s'ouvre, nous devons saisir la balle. Okay. Cette porte-là, cette porte pour moi n'est pas du tout ouverte. Comment vous voulez que des gens qui ont déjà pris position puissent aller jouer un rôle de médiateur? Peut-être qu'ils ont compris. Vous savez, en réalité, moi, dès le début de cette crise, je disais à tous ceux qui étaient... ils ont compris quoi? Tous ceux qui soutenaient bec et ongle la position du Niger. Il a dit, mais attendez, bon, certains Béninois se réjouissent à la limite que le Niger s'ils l'ont compris pour son pétrole. Mais j'ai dit, mais attendez, au-delà de notre opposition à ce gouvernement, seulement qu'ils sont pas allés préservons les intérêts de notre pays, parce que en 2026, celui qui est là ne sera pas là. Mais si les relations entre nos deux pays s'améliorent et que ce pipeline-là va continuer au-delà de 2026. Et c'est le gouvernement béninois, c'est l'État béninois qui en bénéficiera. Ce sont nos populations qui en bénéficieront. Donc au-delà... Il faut que vous chutiez, parce que c'est son temps. Dans votre argumentation, j'attendais votre chute. Seulement que, à aucun moment, ils ne sont allés au-delà de cette opposition. Ils ont confondu l'opposition à tout. Et, de ce fait, ont pris position pour le Niger, alors que le pays se retrouvait en difficulté. Le pays que eux, ils ont déjà gouverné, pendant des années se retrouvaient en difficulté, ils ont pris position pour le Niger. Et à aucun moment, ils ne sont allés au-delà de cette posture d'opposition, de cette posture d'opposant, et ils l'ont confondu. Peut-être qu'ils l'ont compris aujourd'hui. Et s'ils l'ont compris, comme vous le dites, ce qu'ils devraient faire, c'est d'abord d'aller voir le président Talon. Rien ne dit que le chef d'État n'était pas informé. Peut-être qu'il était informé. Est-ce que vous avez lu comme moi qu'il cherche maintenant à rencontrer le président Talon? Bien sûr. Donc s'il était informé, si je suis... Peut-être qu'il était informé. Je ne crois pas. Rien. Soyons logiques. Ne faisons pas de la politique. Moi, je suis convaincu. Soyons tout simplement logiques. Je suis convaincu. La logique. Avant même
qu'avant même qu'ils se déplacent du côté de Niamey le lundi passé, je suis convaincu qu'ils ont pris soin d'informer le chef de l'État. Et ils ont pris soin d'informer le chef. Et maintenant, c'est pas pour je me fais pas leur avocat. Ça vous ne m'intéresse pas. Mais je pense que le bon sens recommande quand même d'informer celui qui est là. Ce bon sens dont vous parlez là recommande. Je leur accorde le bénéfice du doute. Ce bon sens dont vous parlez recommande que vous compreniez que s'ils avaient informé le président, ils ne seront pas maintenant en train de chercher à rencontrer le président. Parce que si tu m'informes que tu vas quelque part, ça veut dire que je dois m'attendre à un retour. Et m'attendre à un retour, tu ne peux plus chercher à me rencontrer pour me faire le retour. Puisque si je sais que tu vas, je dois savoir aussi que tu reviendras. Et dans quel agenda tu reviendras, de quoi tu vas parler, savoir que je dois te recevoir. S'il cherche maintenant comment il a rencontré le président, a priori, de façon basique, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu l'aval du président avant de partir. Et donc ça veut dire qu'ils sont pas allés, pour moi, ils ne sont pas allés défendre le Bénin, ils ne sont pas allés défendre le pays. Il faut leur accorder le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, on le verra demain. On le verra le tout. C'est ça que chercher. Ça sera bientôt votre tour. En fait, vous nous permettez donc de comprendre que ce qu'ils ont cherché à montrer, c'est que eux, ils sont capables de se faire recevoir comme ils ont été reçus la Tiani et qui sont capables de jouer le rôle de cette crise. C'est ça le rôle. En fait, c'est le rôle là, ça. Et de montrer que c'est eux qui peuvent s'asseoir dans le même salon que Tiani et chercher à discuter. Maintenant, sur quoi ça portera, quel est le résultat, c'est ce que nous attendons. Et justement, ça me permet de poser la prochaine question. Comme je le disais, il n'y a pas de communication officielle sur ce qui a été dit, mais selon ces discrétions publiées dans les journaux ou parues dans les journaux en fin de semaine, eh bien, ils ont parlé de frontières. Tiani serait assez ouvert sur la question et essaierait de débattre quelque peu sur sa position, mais en étant vigilant. Je dis toujours, c'est selon ce que nous avons lu dans la presse cette semaine, et qu'à par rapport au pétrole, le général Tiani aurait dit qu'il a clos ce dossier. Écoutez, quand je prends le premier point, Tiani serait plus flexible. Il n'avait pas dit qu'il n'était pas flexible. Moi, je ne vois rien dans ce. Donc, en fait, il n'y a aucune avancée. De ce compte rendu, je ne vois rien qui diffère de ce que le premier ministre nigérien avait dit. Ils avaient posé des problèmes de sécurité. Celui qui parle de vigilant, c'est toujours le même problème qu'il pose. Donc, pour moi, je ne vois pas, ce n'est que des jeux de mots. Il faut bien qu'on puisse dire quelque chose qui ressemble à une avancée. En réalité, pour moi, en tout cas pour moi, jusqu'à là, je ne vois pas là où est l'avancée. De façon concrète, je ne vois pas. Maintenant, si cela est dit ainsi, à la limite, sont allés, c'est une balade politique. Pour moi, il n'y a pas autre mot pour qualifier ça. Leur objectif à eux, c'était de montrer ce qu'on nous a montré là. Et leur objectif étant atteint, maintenant, on peut voir ce qui va suivre. Ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire avec le Nigeria, quand il y avait eu la crise avec le Nigeria, quand il y avait eu la crise avec le Togo, c'est ça qu'ils veulent montrer ici. C'est légitime. Hein. Moi, je leur conseille de faire ça. La seule chose pour moi qui est claire, et je reviens encore là-dessus, c'est que qu'ils soient opposants ou pas, ils peuvent être d'accord ou pas avec le président Talon. On peut aimer ou pas le gouvernement, on peut être d'accord ou pas avec son gouvernement, mais face à une situation comme ça, la première des choses, quand ils pensent même qu'ils peuvent être médiateurs, c'est de reconnaître qu'ils doivent du respect envers le président Talon et d'aller faire ce qu'ils cherchent à faire maintenant. Ils devraient le faire avant et non maintenant. Après, maintenant, il revient au président, de choisir. Et moi, j'ai même compris que cette forme de communication, de dire que c'est juste pour mettre une douce pression au président de la République qui t'ose de dire ah ben maintenant ils sont allés, il faut quand même les recevoir, savoir de quoi ils ont parlé s'ils n'ont pas jugé de le dire avant. Que t'as la question? Ne me dis pas que le chef de l'État qui nous a dit, moi-même vous chutez pour que vous prenne la parole. La dernière fois, parce que moi j'ai suivi le chef de l'État très ému la dernière fois. Quant à la question, la dernière fois où il a fait un point de presse, moi j'ai vu un chef d'État très ému qui disait que la situation du Niger était une ligue et qu'il ne comprenait rien. Maintenant, ne me dites pas que le même chef d'État qui est soucieux, d'accord? Vous croyez que ne me dis pas aujourd'hui que le chef de l'État, Patrice Talon, comme moi j'ai vu très ému, qui est soucieux quand même du rétablissement de la relation entre le Bénin et le Niger aujourd'hui, voit peut-être une opportunité de régler cette crise-là, et pour des raisons peut-être parce que la démarche n'était pas bonne, il faut botter à la touche cette opportunité. Je ne crois pas. À quel moment non, mais lorsque je vous lis, il vous paraphrase. Moi, je demande, je profite de cette tribune. Je me fais pas avocat. Je me fais pas avocat des chefs d'État. Ils viendront nous mais je profite de cette tribune pour demander au chef de l'État de leur promenade d'échanger avec eux.
Et si c'est possible, Mais vous, Robert Agbandaga, vous voyez que c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce qu'on n'a pas de, on n'a pas d'informations. Nous ne faisons Mais que spéculer. si on se base justement sur ces informations qu'on a lues, vous voyez un gain de ce voyage sur Niamey, vous voyez un gain, Robert Agbandaga? Peut-être le gain, c'est pour les deux chefs d'État. Moi, vous avez dit tout à l'heure, l'analyse que moi je fais, je vous ai dit, les deux chefs d'État, peut-être en décidant d'aller de leur propre initiative à Niamey pour la médiation, c'est qu'ils veulent quand même envoyer un message à Cotonou pour dire, bon, jusqu'ici, vous ne nous avez pas saisi officiellement pour qu'on puisse jouer un rôle, peut-être parce que vous avez une aversion par rapport à nos premières déclarations. Bon, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et nous pouvons être un acteur dans le dénouement de cette crise. Moi, c'est l'analyse que je fais de ce déplacement des anciens chefs d'État au Niger, quitte au chef de l'État. Donc, rien de concret, en fait. Non, mais... Rien de concret. Si on s'en tient à cette analyse. Si on regarde la manière, vous savez, analyser, observer bien la communication qu'il y a eu autour du côté de Niamey. On sent que à Niamey, les gens ont une volonté de régler ce problème parce que, attendez... Donc vous pensez qu'à Cotonou, il n'y a pas une volonté de régler le problème? Vous pensez que le président n'a pas envie de régler le problème? Et il y a la fronde, elle est partout. Les gens ne font que remonter des messages à la jeune au Niger. Donc, au Niger, les gens, à un moment donné, peut-être qu'ils ont compris qu'il est temps de mettre fin à cette crise qui ne fait que durer. Et qu'ils profitent peut-être de cette opportunité de médiation des deux anciens chefs d'État pour dire, bon, vous voyez, nous pouvons à tout moment décider d'ouvrir nos frontières. Mais peut-être qu'il a eu à dire ce qu'il aimerait comme assurance aux anciens chefs de l'État qui auront à dire ça au chef de l'État. Que le chef de l'État les reçoit. Et moi, je préfère que cette médiation puisse se faire loin des caméras. Non, ce n'est pas le cas, oui. Loin des caméras. L'objectif, comme vous l'avez dit, loin des caméras, pour quand même que quand on sentira que, bon, officieusement, les relations sont en train de s'améliorer, bon, on peut après en parler à la presse. Parce que ça fait déjà, ça va dans tous les sens. Or, le plus important pour le peuple béninois, c'est que qu'on puisse tourner cette page et que nos populations puissent quand même retrouver les activités. Alors, donc, vous finissez par entériner le fait qu'ils n'ont rien ramené de Niger. Moi, bon, il a dit on ne sait rien, on ne sait rien. Il a dit que c'est un message. Il n'y a pas un point de presse. Message quand même. On ne sait rien, mais moi, j'analyse ça comme, bon, nous pouvons jouer un rôle. Nous sommes là et nous pouvons quand même permettre à ce que les deux pays puissent s'asseoir et discuter. Si ça marche, prenons ça. Le débat, ce n'est pas sur le fait qu'ils peuvent ou pas jouer un rôle. C'est leur posture et leur profil. Ce qui vous permet de jouer un rôle, c'est votre posture et votre profil. Si vous n'avez pas le profil et la posture qu'il faut pour jouer le rôle, comment vous voulez jouer le rôle? Ils ont peut-être la en état opposant. Peut-être la posture qu'ils avaient eue au début de cette crise. Mais ils ont le profil. Deux anciens chefs d'État, ils ont le profil. Si vous parlez du début de la crise, vous ne faites que la moitié du chemin. Et ça, c'est ça pour moi la différence globale qu'il y a au niveau de votre argumentation. Parce qu'ils ont toujours été, ils étaient opposants avant la crise. On peut pas et leur position. On peut pas empêcher les chefs d'État d'avoir des opinions politiques. Non, écoutez. Je suis désolé, je peux pas s'ils veulent se montrer en tant que rempart, je l'ai dit ici tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que si vous savez qu'au dernier moment, c'est encore à vous qu'on va faire recours, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous ne pouvez pas vouloir être rempart et être encore acteur. C'est pas possible. C'est ça en fait le problème. Pourquoi vous ne voulez pas Pourquoi vous ne voulez pas que nous disions la vérité au peuple? Vous proposez que le chef de l'État décline toute rencontre avec eux. Bon, vous n'avez pas fait les choses de la meilleure des manières. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Ce que moi je dis, c'est quoi? Ce que j'ai dit ici. Si c'est de bonne foi, allons jusqu'au bout. Peut-être que ça aboutira. La bonne foi, encore que tout le monde peut toujours se rattraper de son erreur. Mais la bonne foi, il l'aurait déjà montré s'ils avaient cherché à avoir l'aval du chef de l'État avant de se rendre à Niamey. Et non au retour. Vous n'en savez rien, peut-être qu'ils ont informé le chef de l'État. Écoutez, quand on me dit qu'ils cherchent, vous savez ce que ça veut dire? Peut-être que ceux qui ont utilisé les mots l'ont mal utilisé. Mais quand on me dit qu'ils cherchent, qu'ils planifient, ils sont en train de chercher le moyen de rencontrer le président Talon après avoir été discuté. Vous comprenez ce que ça veut dire? Même celui qui a eu le CEP, peut-être que c'est une communication. Il sait que ces gens-là n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire avant d'aller là où ils ont pensé. La dernière question sur ce sujet, comment interprétez-vous... Pour autant, il ne faut pas botter la touche. Peut-être que ça... Je ne botte rien à la touche. Ça aboutira peut-être à quelque chose de positif. Ce qu'il faut dans cette situation, c'est d'avoir autant d'humilité.
autant d'humilité pour reconnaître que l'on a mal fait et qu'il est temps de corriger le tir. Mais le chef de l'État aussi a mal fait au début. Il a eu à faire son mea culpa, dans ce cas, nous avons tous accepté. Donc alors, peut-être qu'eux aussi au début, Mohamed Yamini, je vous en prie. En l'état, on n'a pas eu de communication de la part du gouvernement, communication à charge ou à décharge là. Le gouvernement n'a mis. Il n'a pas d'objet jusqu'à là sur lequel communiquer. Il n'a envoyé personne nulle part. De toute façon, c'est ce qu'on peut remarquer là. Et donc, du coup, pourquoi vous voulez que si je n'ai pas fait quelque chose, pourquoi vous voulez que je vienne dire que je l'ai fait? Attendons qu'il y ait une rencontre entre les deux anciens chefs d'État et le président Patrice Talon. Je le souhaite vivement pour qu'on puisse savoir de quoi s'ils ont amené quelque chose de Niger ou pas, ou bien si leur objectif c'était juste d'aller là-bas nous montrer que eux ils sont fréquentables par Tiani. Ouais, bon, peut-être que c'est l'objectif. On va changer de sujet à présent et parler de cette relecture, si vous le permettez, de la loi organique sur le Conseil économique et social, marqué par d'importantes modifications dans la composition des membres de l'institution. Les syndicats ne vont plus siéger au sein de l'institution. Par ailleurs, le CES sera désormais structuré en conseils départementaux et en conseil national, avec un mandat transitoire imminent de 2 ans. Si je dois vous le faire dans les détails, retenez qu'au plan départemental, chers débatteurs, le conseil sera composé d'une personnalité désignée par chacun des corps de métier dont le secteur agricole, l'artisanat, le commerce et l'industrie. 4 personnalités désignées par l'Assemblée nationale à raison de sa configuration politique et 2 personnalités désignées par le président de la République. Le CES départemental aura un coordonnateur et un rapporteur qui sont élus. Et au niveau national, le CES est composé du coordonnateur de chaque CES départemental, d'une personnalité désignée par le président de la République, de 3 personnalités désignées par l'Assemblée nationale en tenant compte bien évidemment de la configuration politique, du président du patronat, du président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, du président de la Chambre des métiers et d'une personnalité du secteur des arts et de la culture désignée suivant les modalités fixées par décret en Conseil des ministres. Là, ce sont les détails. Un nouveau visage qui rapproche l'institution des populations, Ruben Abadanga. Oui, le fait déjà de décentraliser, bon, c'est une manière quand même de permettre au CES d'être plus performant, au dialogue politique quand même, parce que le rôle c'est quoi? C'est de conseiller le chef de l'État dans tout ce qui relève... Oui, donner leur avis sur le projet. Voilà. Maintenant, vous savez, à la suite du vote, parce que vous savez, ça date de 92, hein? Oui. Oui, ça date de 92, donc... plus de 30 ans après, bon, on a 32 décidé, ans précisément. 32 ans, voilà, on a décidé de modifier les choses. Ce que moi j'ai déploré, c'est le fait que les syndicalistes ont été retirés. Bon, les difficultés se sont expliquées. Parce que les syndicalistes ont le dialogue, le cadre de concertation. Non, vous savez, quand nous parlons du Conseil économique et social, il faut associer toutes les composantes. Vous savez, on a les employeurs, on a leurs représentants, on a le gouvernement, d'accord, on a les députés, mais on n'a pas le représentant des travailleurs. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et mieux, moi j'ai déploré qu'avant que le projet ne soit envoyé au niveau du Parlement, il faudrait quand même d'abord faire ouvrir le débat, d'accord, à tous les acteurs de la société civile, à tous les travailleurs et à tous ceux qui rentrent dans le cadre de ce projet. Là. Et échanger, recueillir les avis, ça n'a pas été fait. Et c'est ce que beaucoup ont déploré. Et on constate aujourd'hui que les syndicats ont été retirés du Conseil économique et social, et c'est dommage parce que l'idéal aurait été de travailler pour l'inclusion. Vous savez, les artisans ne sont pas des travailleurs. Oui, mais vous parlez de qui? Vous savez, le syndicaliste, lui, il a un regard un peu plus global, d'accord, sur et contrairement aux travailleurs lambda. Donc vous ne pouvez pas exclure les syndicalistes du dialogue social pour dire que vous avez travaillé, vous avez inclus tout le monde. On ne les a pas exclus du dialogue social, Ruben Agbadaga. On les a pas exclus. Mais moi, j'ai lu Amoussou la dernière fois. Il a déploré le fait qu'il soit... Plus dans le CES. Oui, il a déploré. Et ce n'est pas, la plupart des centrales ont déploré le fait qu'il ne soit d'abord
qui n'ont été associés au projet et qu'à la fin, qu'on découvre qu'ils ne puissent plus se représenter au niveau du Conseil économique et social. Et c'est dommage parce que l'idéal... Avec ce monde qui est inclus, vous ne voyez que le... il y a des points positifs. Il y a des points positifs. Le fait de décentraliser... Cet élément... Non, cet élément seul noircit un peu le projet. Oui, Mohamed Liamidi. Il y a quelque chose que je vous ai souvent entendu dire, vous l'avez encore répété aujourd'hui, bon, c'est peut-être pour moi l'occasion de vous le relever. Cette histoire de, quand ils ont eu le projet, on n'a pas mis ça pour que tout le monde... Ça veut dire quoi? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Où est-ce que c'est écrit? Quelle est la procédure qui... Vous savez, quand nous parlons... je ne vous ai pas coupé. Non, je ne vous couvre pas. Laissez-moi aller au bout de mon Ok, allez jusqu'au bout alors. Cette affaire de... Il faut que tout le monde... Le consensus est à valeur constitutionnelle. Le consensus, c'est écrit où le consensus est à valeur constitutionnelle. C'est écrit où dans la Constitution? Et même si le gouvernement a un projet... Vous savez, c'est ça la base. Nous avons tous été je vous laisse aller. Nous avons tous été à l'école. Ne dévoyez pas les choses. Consensus à valeur constitutionnelle. Ça veut dire quoi? C'est écrit où dans la Constitution que quand le gouvernement a un projet, il faut qu'il étale ça sur la base pour que tout le monde donne son avis. Le débat, ça se fait au Parlement. Et c'est ce qui est fait. On a moi, je ne parle pas. Vous savez, laissez-moi aller. Le projet, là, le débat se fait là-bas. Et le débat au Parlement, le débat, c'est pas, ça ne se fait pas à huis clos. Tout le monde voit. Et là, eux, en tant que représentants, puisque le Parlement, c'est une représentation nationale. Quand ils ont besoin d'extérioriser le débat, ils le font. Et ça se fait. Donc, pour moi, à cette occasion, tous ceux qui ont des choses à dire, et on n'a jamais empêché qu'on puisse débattre dans les médias. Donc, l'opinion est libre par rapport à ça. Et à cette occasion où le débat est extériorisé, les gens peuvent donner leur avis. Les partis, on n'a pas les partis politiques, par exemple, ou les organisations. Ils n'ont pas besoin d'être saisis par le gouvernement pour donner leur avis. Du moment où la procédure n'a pas été cachée. Tout le monde a su dans le pays que la loi soit en étude et soit votée. Donc, à partir de ce moment, pour moi, cette histoire du consensus à valeur, machin, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on laisse ces trucs-là de côté et qu'on puisse parler des idées qui font progresser le pays. Si je reviens à la question, le CES tel que c'est fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine décentralisation et je dirais une déconcentration où on a rapproché ça beaucoup plus de la base, des populations. C'est une bonne chose, c'est quelque chose de bien. En ce sens, on a progressé. D'accord? Quand on prend aujourd'hui ceux qui composent, il y a aussi au niveau national la personnalité, la personne qui va représenter le secteur des arts et de la culture, qui a priori a une priorité actuelle du gouvernement actuel. Ça montre qu'ils accordent beaucoup d'importance. Le gouvernement accorde beaucoup d'importance à ce secteur-là. C'est aussi une avancée de ce côté-là. Maintenant, quand j'en viens au point qui achoppe actuellement, le fait qu'on ait retiré officiellement les syndicalistes. Bon, je ne veux pas être naïf en croyant qu'il se peut que dans la désignation au niveau du Parlement, que ça puisse, on n'a pas fixé que les personnes désignées par les députés, on n'a pas dit que ce soit un fonctionnement, que ce soit des politiques, on n'a pas dit que ce soit forcément donc je ne veux pas être naïf en croyant ça. Mais à tout le moins, que l'on retire les syndicalistes, pour moi, ce n'est pas encore un grand problème. À partir du moment où, allez, regardez le rôle du CES, c'est de conseiller, de donner des avis. C'est même pas, même quand on parle de conseiller, donner des avis, donner des propositions. C'est avis. Oui, faire des propositions. Avis, ça veut dire que le gouvernement peut prendre comme il peut ne pas prendre. Mais c'est un gouvernement qui veut quand même faire. Robert, ce sera bientôt à vous. Voilà. C'est avis. Donc, les syndicalistes n'ont pas besoin d'être forcément au CES pour donner avis, non? De partout où ils sont, ils ont aussi des cadres où ils donnent des avis. Donc, pour moi, je ne dis pas qu'il faut que la chose est meilleure de cette façon, mais on a expérimenté quelque chose pendant 32 ans. Et là, on veut progresser. Quand on fait le bilan des 32 ans là, avec l'apport des syndicalistes, est-ce qu'on a pour autant évolué? Est-ce qu'on a pour autant fait les meilleurs choix avec ça? Est-ce que ça a vraiment donné? Est-ce que leur participation pendant 32 ans a... Je ne dis pas que ça n'a pas donné, mais est-ce qu'on a pour autant avancé? Et c'est la faute des syndicalistes. Je ne le dis pas, mais je fais un constat. Là, et donc, je fais un constat. Donc, à partir de ce moment, si on choisit de progresser et que ça ampute cela et que certains doivent faire le sacrifice, pour moi, faisons aussi cela, essayons ça pendant quelques années et on verra ce que ça va donner. C'est une question, je rappelle, c'est une question de majorité. Ça peut changer demain.
ça peut changer après-demain. Absolument. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel on devrait s'éterniser. On a qu'à essayer de savoir et voir ce que ça donne. Oui, Ruben, vous voulez réagir? Non, je ne veux pas trop polémiquer, parce que moi, quand j'ai lu même les représentants des centrales, ils n'ont pas voulu aller trop loin. Ils en remettent au chef de l'État. Ils s'en remettent au chef de l'État. Vous savez, moi, je suis de cette frange politique qui pense que les meilleures décisions sont les décisions qui sont prises ensemble. Vous voyez ce qui s'est passé. Ensemble, alors que vous avez donné mandat à des gens pour gérer, vous savez, pour travailler. C'est comme vous appelez ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé du consensus et mon ami Mohamed s'est offusqué pour dire c'est quoi le consensus. Non, il vous a demandé, c'est écrit en 90, là, en 90, quand nous avons pris soin de rechercher un large consensus pour aller à ce que nous avons comme constitution aujourd'hui. Vous avez vu comment ça a duré dans le temps? Ça a duré et ça a fait ses preuves. Nous avons connu la stabilité pendant 30 ans. Aujourd'hui, depuis 2016, lorsque ce gouvernement a été installé et a décidé de ne pas associer toutes les franges, toutes les composantes de la société à ces réformes, les réformes politiques, les réformes du système partisan, pour ne donner que cet exemple, nous avons connu des crises. En 2019, nous avons connu des crises sans précédent, des choses que nous n'avons jamais vues aujourd'hui. On ne l'a jamais vu. Et en cette année aussi, nous avons eu encore le même spectacle. On est parti au Parlement, on est resté sur le fait qu'on a une majorité mécanique et on fait passer les lois sans aller à la recherche du consensus, sans associer toutes les composantes de la classe politique. Non, je ne m'éloigne pas du débat. Vous parlez de majorité mécanique comme s'il n'y a pas eu d'élection. Oui, mais c'est une parenthèse. Si on doit vous relancer, on va s'éloigner du débat. Oui, je ne veux pas m'éloigner. C'est une parenthèse pour dire les meilleures décisions, les décisions pérennes, les décisions qui souffrent le moins possible de contestation sont les décisions qui sont prises ensemble. Donc, peu importe ce que nos textes disent, travaillons toujours à associer toutes les composantes, la société civile. Lorsque nous voulons envoyer un projet, parce que c'est un projet vieux de 32 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Lorsque nous voulons faire toucher à des choses comme ça, travaillons, associons tout le monde, la société civile, les politiques, pour que le fruit, le résultat soit un large consensus. Moi, on va associer qui si ce n'est pas le Parlement qui vote Ruben Agbadé? Mais au final, c'est eux qui votent. Vous vous offusquez d'un corps qui a été retiré, mais vous ne réagissez pas sur ce monde. Non, mais tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des avancées. C'est sûrement partant d'un constat que les acteurs ont décidé, les parlementaires ont décidé de déconcentrer, d'accord, le Conseil économique et social pour avoir des représentants au niveau des départements. Moi, je l'ai salué. Maintenant, on va avoir les résultats d'ici quelques années de cette modification. Mais, souffrez que je ne partage pas l'avis des parlementaires qui ont décidé cette fois de retirer le droit aux syndicalistes d'envoyer des représentants. Souffrez que c'est mon opinion, je ne partage pas cet avis et je crois que tout à l'heure mon frère l'a dit, bon, peut-être qu'en 2026 on aura d'autres majorités qui non, mais nous devons voter. Il a également précisé que les représentants à désigner par exemple le Parlement. Non, vous savez, c'est une option. Vous savez, les partis politiques là, ils ont une longue file de militants, de sympathisants insatisfaits. C'est eux qui vont laisser ceux-là pour aller satisfaire les syndicalistes. Non, moi je veux pas. Vous faites une différence parfois entre un parti politique bien connu et un syndicat bien connu aussi. Je ne veux pas citer de nom. Vous savez de quoi je parle? Bien sûr. Ah, d'accord. Non, de toute façon, à politique, lui et moi, nous savons que aucun parti politique de syndicalisme à politique ici, le pas est vite fait. Quand les gens demandent à marcher pour parler de la vie chère, pour autant, si les députés ont arraché ça, c'est dans cette même marche-là qu'ils ne parlent plus de vie chère, mais qu'ils parlent de détenus politiques et de machin et de machin. Toutes choses s'ils ont arraché ça, syndicalistes, toutes choses qui n'ont rien à voir avec les travailleurs. Donc moi, je dis une fois encore, les syndicalistes, ce n'est pas seulement en étant au conseil social qu'ils pourront donner des avis au gouvernement. Donc de là où ils sont, dans le cadre du dialogue, ils peuvent aussi donner leur avis. Je ne dis pas que c'est la meilleure option, mais on peut aussi essayer ça pour voir
si ça peut nous faire progresser, si ça peut nous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Bon, les critiques qui sont faites sur cette nouvelle configuration, on a entendu monsieur l'honorable Eric Ondete dire que ça devient une institution de clébétude, si je peux répéter. Qu'il nous dise ce que c'est. Est-ce que les représentants des corps de métier sont aussi des clébés? Enfin. Oui, mais moi j'ai lu des récriminations où on a dit certains... bon, c'est à lui d'abord. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils le sont? Pour moi, il ne faut pas... Cette façon qu'on a de dévoiler les choses, de mélanger tout et de montrer que tout ce qui se fait, il n'y a rien de bon dedans. Moi, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire, ces gens de propos, c'est des gens de propos comme ça, ils ont tenu avec le chef de file de l'opposition. Ils ont passé tout le temps à dénigrer cette fonction-là, à trouver tout, accabler ça de tous les péchés d'Israël. Et quand c'est à leur tour, quand leur tour est venu d'être chef de... Aujourd'hui, là, vous avez encore vu quelqu'un parler de chef de l'opposition? Même vous qui êtes de la presse, il me semble même que vous avez carrément oublié que cette affaire-là existe encore. C'est ça, quand ils ont passé tout le temps à mettre, c'est-à-dire à dénigrer, à la limite, à diaboliser le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui que c'est à leur tour, ils n'ont même pas eux aussi envie de se sentir à l'aise dedans. Depuis que moi j'ai vu le président Yahi devenir, qu'on appelle son président du Parti des démocrates, je ne l'ai jamais vu se présenter quelque part comme chef de file de l'opposition. Donc, comme dirait l'autre, voilà encore une affaire de régler. Et donc, pour moi, cherchons les bonnes postures. Il ne faut jamais s'éloigner de la posture républicaine dans tout ce que l'on a à faire. Que l'on soit opposant ou mouvancier, ce qui est valable pour les uns est aussi valable pour les autres parce que nous sommes dans la même République. Le pays nous appartient à nous tous. Et c'est un jeu de rôle. Aujourd'hui, opposant, demain, vous pouvez vous retrouver dans la posture de mouvancier. Et donc, il ne faut pas chercher tout le temps à diaboliser ce que l'autre fait, à montrer que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que c'est là le problème de l'opposition. Quand il passe tout le temps à peindre en noir ce que fait le gouvernement, il ne faut pas fermer les oreilles aux critiques. Parce que les critiques n'ont que pour objectif de ne pas faire. On n'a jamais été contre, le président n'a jamais été contre les critiques. Hein. Non, mais c'est seulement fait des critiques avec beaucoup plus d'objectivité et dites, au lieu de ça, nous aurons proposé ça. Mais jamais on ne voit ça. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire que ce n'est pas bon. Au point même que quand ils finissent par avoir l'illumination, je le dirais comme ça, et de dire que telle chose est bonne ou n'est pas bonne, puisqu'ils ont passé tout le temps à diaboliser ce que fait le gouvernement ne les croit plus, le président ne les croit plus. C'est ça en fait le problème que nous avons. Et tout le monde gagnerait à ce que ça change. Parce que si ça change, ce serait bien pour le pays. Ce n'est que le pays qui avance, ce n'est que le pays qui avancerait. Et nous, on ne souhaite, moi, en tout cas moi personnellement, je ne souhaite que le progrès du pays. Et c'est ce que l'on devrait même souhaiter, même si on est opposant. Parce que quand vous vous opposez, et quand le pays n'avance pas, je ne vois pas ce que vous gagnez. Oui, Ruben. Ce qui est sûr, moi, je suis d'une opposition républicaine. Et mon souhait, lorsque nous critiquons, lorsque nous avons des réserves par rapport à certaines décisions, c'est parce que nous avons à cœur que le produit soit quand même un produit qui sera bénéfice à la nation. Donc, c'est pour cela que nous critiquons, c'est pour cela que nous avons des récriminations, nous avons des réserves. Quand nous déplorons le retrait des syndicalistes, c'est parce que nous n'avons pas quelque chose sur quoi les gens se sont basés pour les retirer. Est-ce que c'est parce qu'ils ont joué un rôle qui ne permet pas au Conseil économique et social ou dialogue social de... Bon, pourquoi on les a retirés? Je vous ai donné une raison qui a été évoquée au cours des plénières. Ils ont le cas de concertation idéal. Et après. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bon, d'accord. Il y a Mohamed aussi qui a posé la question. Qu'est-ce qu'ils ont apporté également? Qu'est-ce qu'ils ont apporté et les autres, ils ne sont pas les seuls membres du Conseil. Allez, merci à chacun de vous pour la courtoisie des échanges. Mesdames et messieurs, on a parlé de ce retour, du voyage, j'allais dire. On a parlé du voyage des anciens présidents Boni Yahi et Nicéphore Soglo du côté du Niger pour tenter une sortie de crise dans cette situation qui oppose les deux États. On a également parlé de la relecture de la loi organique sur le Conseil économique et social. Vous allez continuer à suivre nos programmes puisque juste derrière
c'est bien évidemment le bulletin d'information. L'équipe va se retrouver après le bulletin pour le débrief. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Liamidi. Vous êtes C'était un plaisir. analyste politique, et Ruben Agbadagan, acteur politique proche de l'opposition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit donc à tout à l'heure. N'oubliez pas que nous sommes disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube du même nom, Etelebena. Sur Facebook, c'est Etele en direct, sur X, Etele Live. Et plus simplement, télécharger l'application Etele pour avoir toutes les notifications Etele avec vous, pour vous.